Omar m'a tué. 4 mots tracés en lettres de sang sur le mur d'une cave à côté du corps sans vie d'une femme de 65 ans. Lorsque les gendarmes découvrent cette scène d'horreur, ils ignorent que cette phrase, qui comporte une faute, va devenir l'une des énigmes les plus célèbres de l'histoire criminelle française. Parce qu'elle désigne un homme, Omar Haddad, le jardinier de la victime, qui ne sait ni lire ni écrire. Alors, qui a écrit ces mots ? Une victime agonisante désignant son meurtrier ou quelqu'un cherchant à faire accuser un innocent. Aujourd'hui, je vous raconte l'affaire du meurtre de Ghislaine Marchal, plus connue sous le nom de affaire Omar Haddad. Une histoire qui, aujourd'hui encore, fait toujours débat. Générique. Retrouvez dès aujourd'hui vos épisodes préférés de HVI en format podcast. Au début des années 90, les Alpes-Maritimes incarnent le luxe de la Côte d'Azur. Des villas somptueuses cachées derrière des jardins méditerranéens, des casinos qui attirent les fortunes du monde entier et un soleil qui brille plus de 300 jours par an. Mougins, perché entre Cannes et Grasse, est l'un des joyaux de cet arrière-pays privilégié, un village médiéval blotti entre pins, oliviers et cyprès, qui est réputé pour son atmosphère feutrée et ses propriétés luxueuses dissimulées derrière de hauts murs. À seulement 15 minutes des plages cannoises, c'est un lieu de vie calme qui reste pourtant à 2 pas de l'animation de la côte, une tranquillité recherchée par ceux qui ont les moyens de se l'offrir. C'est par exemple ici que Picasso a passé les 15 dernières années de sa vie, ici que se sont installés Christian Dior, Édith Piaf ou encore Jacques Brel. Mais dans les Alpes-Maritimes des années 90, derrière les façades de cartes postales, le milieu corse règne en maître. Extorsion, raquettes, casinos et restauration sont sous contrôle. Mougins, dans les années 90, c'était des villas somptueuses perchées sur les hauteurs, des propriétés fermées par des portails, des systèmes d'alarme, bref, des lieux qui se veulent sécurisés, protégés des regards indiscrets et des intrusions. Mais voilà, on peut avoir la villa la plus sécurisée du monde, ça n'empêche pas que la vraie vulnérabilité aujourd'hui, elle est ailleurs, elle est numérique. Parce que même chez vous, derrière vos murs, votre connexion Internet reste une porte d'entrée potentielle pour quiconque voudrait accéder à vos données personnelles. Et c'est encore pire quand vous vous connectez sur des réseaux Wi-Fi publics, hôtels, cafés, aéroports, même dans les établissements les plus luxueux, ces réseaux restent des passoires. C'est là qu'intervient CyberGhost VPN, le sponsor de cette vidéo. En cryptant 100% de votre trafic Internet et en le redirigeant via un tunnel VPN sécurisé, CyberGhost protège vos informations bancaires, vos mots de passe, et toutes vos données sensibles. Même CyberGhost n'a pas accès à ces informations parce qu'ils ont une politique très stricte de non-conservation des données. Niveau fiabilité, c'est difficile de faire mieux, plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde, 11 000 serveurs répartis dans plus de 100 pays, et une note excellente sur Trustpilot attribuée par plus de 21 000 personnes. Et au-delà de la sécurité, CyberGhost vous permet aussi de contourner les restrictions géographiques et d'accéder au catalogue complet de plus de 40 plateformes de streaming comme Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney+, etc. L'application est disponible sur toutes les plateformes Windows, Mac, Android, iOS et même PlayStation 5, et un seul abonnement protège jusqu'à 7 appareils simultanément. Donc vous pouvez sécuriser votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette et partager la protection sur les 4 appareils restants avec votre famille ou alors avec vos amis, comme vous voulez. Comme ça vous permet de diviser le coût de l'abonnement par 2. Après, je dis ça et je dis rien. En utilisant le lien en description, vous bénéficiez d'une offre réservée aux viewers de la chaîne, 2,03 € par mois seulement, soit 83% de réduction et 4 mois offerts. Avec la garantie satisfait ou remboursée de 45 jours, vous pouvez le tester sans aucun risque et si vous avez le moindre souci, CyberGhost a un service client en français, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais revenons à Mougins, au mois de juin 1991. C'est dans ce décor paradoxal, entre opulence et zone d'ombre, que va se dérouler l'un des faits divers les plus troublants de l'histoire judiciaire française. Née Ghislaine de Ranty le 18 février 1926, cette dame, âgée de 65 ans en 1991, est issue d'une famille de la grande bourgeoisie marquée par l'histoire. Son père, Robert, un industriel devenu résistant,
est mort après avoir été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant à sa mère Germaine, également résistante, elle a survécu au camp de concentration. À l'âge de 17 ans seulement, Guylaine s'est mariée avec un dénommé Jacques Veilleux et elle a quitté le lycée sans diplôme. Ensemble, le couple a eu un fils, Christian, qui a toutefois été élevé par sa tante Claude, une magistrate mariée au bâtonnier de Grasse, Bernard de Grandrue. Après son divorce, Guylaine s'est remariée en 1965 avec Jean-Pierre Marchal, un riche entrepreneur qui avait fait fortune dans les équipements automobiles. C'est depuis la mort de son deuxième époux, survenu en 1977, qu'elle vit seule à La Chamade, sa grande villa de Mougins, où elle réside quand elle n'est pas dans sa résidence principale en Suisse. Malgré l'abandon prématuré de ses études, Guylaine est une femme cultivée, passionnée de mots fléchés, discrète et assez solitaire. Elle reçoit peu et ne sort pas très souvent, préférant la tranquillité de sa demeure à l'agitation de la Côte d'Azur toute proche. Le 23 juin 1991 à 11h48, Guylaine sort à peine de la douche et elle est au téléphone avec son amie Erika S. Au cours de cet appel, elle décide de se retrouver chez cette dernière pour déjeuner ensemble le jour suivant, le 24 juin à 13h. Seulement, le moment venu, Guylaine ne se montre pas et elle ne répond pas au téléphone non plus. Les heures passent et elle ne donne aucune nouvelle, alors l'inquiétude grandit, jusqu'à se transformer peu à peu en panique, notamment parce que quand Erika contacte d'autres amis communs, elle se rend compte que personne n'a de réponse à lui apporter. Pourquoi un tel silence de la part de Guylaine? Le 24 juin 1991, dans la soirée, les gendarmes sont alertés, ils se rendent à la villa La Chamade et en comprennent rapidement la raison. 24 juin 91, une villa sur les hauteurs de Mougins, la propriété a pour nom La Chamade, inspirée d'un livre de Françoise Sagan. Mais ici s'arrête le romanesque pour laisser place au polar. Dans la cave est retrouvée Madame Marchal, veuve, héritière des lampes à la tête de chat. Elle est morte exsangue. Guylaine gît sur le ventre dans la chaufferie, vêtue d'un peignoir ensanglanté. Son meurtrier a été d'une violence extrême. Elle a reçu 5 coups de chevron sur le crâne, clairement assénés pour tuer et non pour assommer, vu qu'ils ont provoqué des plaies béantes sur son cuir chevelu. On a également porté à Guylaine 10 coups de lame dans le torse et l'abdomen, dont 3 qui lui ont transpercé le foie de part en part. Sa gorge a été entaillée et l'un de ses doigts presque sectionné. Mais au-delà du fait que la scène soit effroyable, ce qui interpelle immédiatement les gendarmes, ce sont 2 phrases qui vont transformer cette affaire en l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle française. La première inscription se trouve sur la porte de la cave à vin. Omar m'a tué est écrit en lettres capitales tracées avec du sang. Et la deuxième est sur la porte de la chaufferie, une inscription incomplète, Omar Mat. Les gendarmes cherchent donc à identifier le fameux Omar, et ils ne mettent pas bien longtemps à le retrouver. Omar Radad a 28 ans quand son nom est écrit en lettres de sang sur les portes d'une cave à Mougins. Il est d'origine marocaine, marié et père de 2 enfants et surtout, il n'a jamais eu affaire à la justice. Au Maroc, Omar a quitté l'école très jeune pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est en 1985 qu'il a émigré en France où il a commencé à proposer ses services en tant que jardinier à plusieurs personnes, dont Francine Pascal, une voisine de Guylaine, qui réside à environ 800 mètres de la Chamade. C'est d'ailleurs elle qui a fait les présentations entre eux. Omar a donc commencé à s'occuper des extérieurs de la villa de Guylaine dès 1987 et des dires de tous, leurs relations ont toujours été excellentes. Elle avait même embauché Latifa, l'épouse du jardinier, comme femme de ménage pendant un temps, allant jusqu'à loger le couple dans un studio vacant au-dessus de son garage, quand ils avaient besoin d'aide. C'est un employé modèle qui n'a jamais un mot plus haut que l'autre, il est toujours à l'heure et sérieux dans son travail. Alors là, on se dit forcément que ça n'a aucun sens qu'Omar ait voulu tuer cette femme, surtout cette femme qu'il a toujours si bien traitée. Il n'en reste pas moins que son nom a été écrit 2 fois sur la scène de crime, en lettres de sang, comme si Guylaine avait elle-même tenu à désigner l'auteur de son meurtre avant de s'éteindre. En apprenant qu'Omar est de nationalité marocaine, les autorités craignent une tentative de fuite vers son pays d'origine et le recherchent activement dès le mardi 25 juin 1991 au matin. Toutefois, quand il se présente à son domicile du Canet pour le perquisitionner, il n'y a personne. Omar avait exceptionnellement travaillé chez Francine le dimanche 23 juin afin de se libérer 2 jours de suite, les lundis et mardis suivants, pour pouvoir célébrer l'Aïd, une fête religieuse musulmane en famille. Il se trouve en fait chez ses beaux-parents à Toulon où Latifa est allée se reposer avec leurs 2 enfants, dont un nouveau-né. C'est donc là-bas que les gendarmes retrouvent Omar
et l'interpelle pour le placer en garde à vue. Selon le capitaine Georges Sancy, qui dirige l'enquête, il n'est officiellement qu'un témoin important. Le policier tient même à préciser qu'à ce stade, l'enquête n'est pas orientée contre le jardinier. Une fois au commissariat, Omar tombe des nues. Voilà, donc au poste, les gendarmes vous disent « Pourquoi tu as tué Madame Marchal ?» Vous ne comprenez pas. Ils vous montrent à ce moment-là une photo d'elle couverte de sang. Et c'est comme ça, en fait, que vous apprenez la mort de Madame Marchal. Au commissariat, j'ai pris la mort de Madame Marchal. Omar ne parle pas très bien le français et il ne le comprend pas beaucoup mieux. Il demande donc l'aide d'un interprète à plusieurs reprises, mais aucun n'est appelé et il n'y a pas non plus d'avocat présent à ses côtés. À l'époque, en 1991, le droit à l'assistance d'un interprète ne constituait pas une obligation susceptible d'entraîner un vice de procédure, même si c'était déjà reconnu comme un droit fondamental. Vous faites une confiance aveugle aux gendarmes. Pour vous, les gendarmes, ils ne peuvent pas mentir, donc... À cette époque-là, oui. Ouais. À un moment donné, oui. Ouais. J'en ai une grande confiance. C'est vrai, jamais j'ai pensé à... Qu'est-ce que j'ai pensé aujourd'hui? Ouais. Alors, durant toutes ces interrogatoires, vous n'avouez pas, mais vous dites que vous finissez par comprendre pourquoi on peut avouer. Parce que finalement, on finit par se dénoncer de crimes qu'on n'a pas commis, simplement pour pouvoir dormir, manger et aller en paix. Malgré la barrière de la langue qui lui pose un problème conséquent, Omar clame son innocence avec fermeté et il n'en démord pas. Il nie farouchement avoir quoi que ce soit à voir avec la mort de Guylaine et après l'avoir longuement interrogé, le capitaine Sancy notera qu'il ne s'est effectivement jamais contredit dans ses déclarations. Mais comment le croire en sachant qu'il n'a aucun alibi vérifiable pour l'heure du crime? Ce jour-là, il se trouvait à moins d'1 kilomètre de chez Guylaine et seules mesdames Pascal et Marchal savaient qu'il travaillait ce jour-là. Personne d'autre n'était au courant. Omar dit avoir pris sa pause déjeuner à midi et être rentré chez lui au Canet pour manger, mais personne ne l'a vu pendant cette fenêtre temporelle cruciale, pas même les employés de la boulangerie dans laquelle il a affirmé être passé pour acheter du pain. Selon les autorités, il a sûrement commis le meurtre de Guylaine durant cette fameuse pause qui a duré jusqu'à 13h10. Il aurait profité de cette absence de témoins pour descendre jusqu'à la chamade pour la tuer avant de reprendre tranquillement son travail chez Francine. Pourtant, plusieurs choses paraissent incohérentes dans tout ça. Pour commencer, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace de sang sur lui dans sa voiture ou chez lui, et il ne possède pas d'arme. Comment aurait-il pu tuer Guylaine avec une telle violence et ressortir de sa cave sans la moindre trace de sang sur ses vêtements, ses chaussures ou même ses mains? Il a d'abord déclaré ne pas être descendu au sous-sol de la chamade depuis 2 mois, puis il s'est soudainement souvenu y être allé 2 jours avant le meurtre pour y entreposer des pots de fleurs. Des déclarations changeantes qui ont évidemment intrigué les autorités et qui ont pesé contre lui. Des experts rapportent d'ailleurs avoir trouvé des traces de poussière compatibles avec celles de la cave de Guylaine sous les chaussures et le bas du pantalon d'Omar, mais pas de laine de roche, l'isolant stocké dans la pièce. Selon leurs propres termes, ces résultats ne constituent finalement ni un élément à charge, ni un élément à décharge. Le mobile du crime semble être un cambriolage qui aurait mal tourné, un élément assez curieux, parce que seuls les 5000 francs qui étaient dans le sac à main de Guylaine ont disparu. Pour vous donner une idée, 5000 francs à l'époque, c'est l'équivalent de 1348 € aujourd'hui. Ce qui semble pas être une somme suffisante pour prendre le risque d'être arrêté pour meurtre, surtout vu la violence du meurtre commis. Tous les objets de valeur de la victime, incluant ses bijoux, ont été retrouvés intacts dans sa villa et rien ne semble avoir été fouillé. L'auteur du crime serait donc un voleur très peu gourmand, qui est d'ailleurs entré à la chamade par la grande porte, vu qu'il n'y a aucune trace d'effraction. Un détail qui enfonce le clou concernant la possible implication de Omar, parce qu'il s'avère qu'il avait la clé du portail d'entrée de la propriété, tout comme la femme de ménage, Liliane Receveau. Seulement, ce n'est pas elle que les inscriptions sanglantes désignent, c'est lui. Quand on procède à l'analyse de la personnalité du suspect, les témoignages des gendarmes et de l'expert psychiatrique se rejoignent et ils lui sont dans l'ensemble plutôt favorables. En d'autres termes, il n'a absolument pas le profil type d'un meurtrier, encore moins d'un meurtrier capable d'une telle violence. Cependant, l'enquête révèle aussi des détails qui lui sont beaucoup moins favorables parce qu'il se trouve qu'Omar a des dettes, en plus d'être accro aux machines à sous, et c'est peu de le dire vu qu'il y aurait dépensé plus de 80 000 francs en 2 ans. Les procès-verbaux d'audition de 25 agents de sécurité qui travaillent pour 3 casinos, dont celui de la Croisette de Cannes,
prouve qu'il utilisait les machines à sous à 5 francs plusieurs fois par semaine. Une addiction qui pesait certainement son poids dans la balance financière de ce jardinier au salaire très modeste. Omar a tenté de mentir aux autorités en affirmant que cet argent avait été envoyé à sa famille restée au Maroc pour les aider financièrement, mais une enquête internationale a permis de prouver que ça n'était pas le cas. L'accusation pense qu'il utilisait les avances sur salaire qu'il demandait régulièrement à ses divers employeurs pour aller flamber au casino, une passion du jeu visiblement coupable étant donné que même Latifa, son épouse, n'en savait rien. Les enquêteurs croient également qu'il voyait des prostituées dans son dos, une accusation qu'Omar niera farouchement pendant toute la durée de l'enquête et du procès à venir. Le capitaine Georges Sancy pense qu'il n'avait pas prévu de tuer Guylaine ou même de la voler quand il est venu chez elle ce 23 juin. Il lui aurait juste réclamé plus d'argent pour pouvoir satisfaire ses pulsions cachées, mais elle aurait catégoriquement refusé de lui en avancer davantage. C'est ce non qui aurait poussé son jardinier à commettre le meurtre dans un accès de rage incontrôlé avant de s'enfuir avec le liquide qu'elle avait dans son sac. Une théorie qui semble tenir la route pour les enquêteurs, mais beaucoup de gens qui connaissent Omar doutent de cette version des faits, à commencer par plusieurs personnes qui l'emploient et qui témoignent en sa faveur dès sa mise en garde à vue. Francine Pascal, qui l'emploie depuis des années et l'a présenté à Guylaine, prend immédiatement sa défense et affirme qu'il est incapable d'une telle barbarie, le décrivant comme un homme doux, travailleur et honnête, qui n'a jamais posé le moindre problème. Les proches de l'accusé sont mis sur écoute par les enquêteurs dans l'espoir de capter des aveux ou des confidences compromettantes, mais ils n'obtiennent rien de ce genre. Ils entendent juste des appels d'individus inquiets qui se mobilisent massivement pour faire libérer un homme qu'ils croient innocent du crime dont on l'accuse. Le 27 juin 1991, soit 3 jours après la découverte du corps, Omar est officiellement inculpé d'homicide volontaire et écroué à la prison de Grasse. Le 18 novembre 1991, après 5 mois d'incarcération, il entame une grève de la faim en prison et au cours d'une énième nuit passée en cellule, il met le feu à sa couverture dans un geste désespéré pour attirer l'attention sur son cas. Le 12 décembre suivant, il est hospitalisé à Fresnes après 36 jours sans manger et ne consent à se réalimenter que grâce à l'insistance de son père qui lui rend visite et le supplie de ne pas se laisser mourir. Francine Pascal déclare à cette période que le soir du 24 juin, jour de la découverte du corps, elle a reçu un appel téléphonique anonyme pour le moins étrange. L'appelant était un homme et il lui a dit « Il en a fait de belles, votre jardinier ». Elle l'a écrit avec son sang. C'était le jour même de la découverte du corps de Guylaine, ce qui signifie que l'appelant savait pour les inscriptions, alors même que l'information n'avait pas encore été divulguée publiquement. Francine a gardé le silence pendant 6 mois à ce sujet, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être placée en garde à vue malgré son âge avancé, les enquêteurs se demandant évidemment pourquoi elle n'en a pas parlé plus tôt. Les mois passent et chaque demande de remise en liberté provisoire déposée par Omar est systématiquement refusée par le juge d'instruction. Alors en avril 1992, après un 5e refus, il entame une nouvelle grève de la faim et cette fois, il cesse même de boire. Il renonce à la poursuivre après 35 jours de privation totale qui l'ont mené au bord de la mort, puis il tente de mettre fin à ses jours en avalant une lame de rasoir avec de la mie de pain. Omar affirme que juste après être passé à l'acte, il l'a signalé à un gardien, mais que ce dernier s'en fichait éperdument et n'a rien fait pour l'aider. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit et tout va reposer sur une question fondamentale, celle qui va déterminer le sort d'Omar Haddad, qui a vraiment écrit ces mots en lettres de sang. Tout repose en réalité sur la phrase « Omar m'a tué ». Si Guylaine a écrit ces 10 lettres, Omar est certainement coupable, mais si elle ne l'a pas fait, il est probable qu'il ait été piégé par quelqu'un qui voulait lui faire porter le chapeau. Ce qui est sûr, c'est que même s'il avait voulu écrire ces mots lui-même, ça n'aurait juste pas été possible, vu qu'au moment des faits, le jardinier est analphabète, c'est-à-dire qu'il ne sait ni lire ni écrire, en français comme en arabe. Et même s'il avait pu le faire, qui serait assez stupide pour se désigner lui-même comme l'auteur du meurtre qu'il vient de commettre? Autant poser sa carte d'identité dans la main de la victime, ça irait plus vite. Pour résumer, si Guylaine n'a pas écrit ces mots, ça n'est vraisemblablement pas Omar qui l'a tué, parce qu'en dehors de ça, aucune preuve matérielle ne l'incrimine. Ses empreintes digitales ne sont pas sur la scène de crime, et il n'y a aucun témoin direct du meurtre. Afin d'avoir l'absolue certitude qu'il est bien coupable de ce pourquoi il a été inculpé,
Il faut donc être sûr que c'est la victime elle-même qui a voulu désigner son tueur en écrivant ces phrases sur les portes. Pour tenter de faire la lumière là-dessus, de nombreuses expertises et analyses vont être demandées, et vous allez voir que leurs conclusions, loin d'éclaircir ce point, vont encore plus semer le doute dessus. D'abord, il a été observé que les lettres sont situées à environ 1 mètre du sol et qu'elles ont été tracées avec un ou plusieurs doigts trempés dans du sang qui est sans aucun conteste celui de Ghislaine. Par ailleurs, l'une de ces phrases comporte une grosse faute de conjugaison. Dans « Omar m'a tué », tuer est à l'infinitif, donc écrit T-U-E-R, alors que c'est un participe passé qui aurait dû être accordé au féminin T-U-E-E. Pour comprendre l'ampleur de cette erreur, il faut faire un rapide topo des bases de la conjugaison française. Promis, je vais faire court. Dans cette phrase, le M' signifie « moi ». C'est le complément d'objet direct placé avant l'auxiliaire « avoir ». Dans ce cas précis, le participe passé doit obligatoirement être accordé avec le complément. Or, si c'est Ghislaine qui a écrit ces phrases, elle parlait d'elle-même, moi, Ghislaine, une femme, donc Omar m'a tué, et eux. Certes, la victime avait abandonné le lycée en cours de route, mais elle avait tout de même la réputation d'être une femme cultivée et passionnée de mots fléchés, donc à l'époque, beaucoup se demandent comment elle aurait pu faire cette erreur grossière. Écrire correctement la phrase ne lui aurait pas demandé plus de temps ou d'effort, et pour les défenseurs d'Omar, ça n'a aucun sens, c'est même absurde de penser que Ghislaine puisse en être l'auteur. Mais voilà où l'affaire se complique. La nièce de Ghislaine, Sabine de Grandrue, témoigne du fait qu'il arrivait effectivement à sa tante de faire des fautes de français et des exemples d'écrits rédigés de sa main présentent des erreurs similaires qui seront d'ailleurs présentées au cours du procès par l'accusation. Sur des bulletins de paie que Ghislaine avait remplis, elle avait par exemple écrit « payé par l'employeur », payé ER au lieu de « et ». Sur d'autres documents, on pouvait lire la même confusion entre infinitif et participe passé. J'ai arrosé les fleurs, arrosé ER au lieu de et. Une faute somme toute assez courante, et ce, quel que soit le niveau d'éducation ou d'études, mais cette preuve est-elle vraiment suffisante pour balayer tous les doutes? La famille de Ghislaine conteste certains de ces documents, leur authenticité ou encore leur interprétation, et le débat s'enlise sans qu'aucune certitude absolue n'émerge. De même, la porte d'accès à la cave était bloquée de l'intérieur par un lit pliant, un tuyau métallique et une barre de fer, un dispositif complexe qui a nécessité une force considérable pour être démantelé. Comment le meurtrier aurait-il réussi à mettre tout ça en place depuis l'extérieur sans laisser la moindre trace de sang sur le palier extérieur, ni aucune empreinte de pas à l'intérieur? L'accusation le soutient fermement, c'est tout simplement impossible, et de leur point de vue, la seule explication logique, c'est que Ghislaine a elle-même barricadé la porte après avoir été attaquée, de peur que son agresseur ne revienne, puis elle a écrit ses messages avant de succomber à ses blessures. Une hypothèse qui fait d'Omar Haddad le coupable parfait. On peut évidemment se demander si le meurtrier n'a pas pu sortir de la cave autrement que par la porte barricadée pour quitter les lieux après le meurtre, et la journaliste Ève Livet a sa petite idée là-dessus, parce qu'elle a obtenu l'accès au dossier et ainsi elle a constaté que toutes les pièces du sous-sol étaient décrites, sauf une, la cave à vin. Or, le procès-verbal d'un maçon, interrogé par les gendarmes en août 1991, indique que Ghislaine lui avait demandé d'y faire des aérations en 1989, puis dans un second temps à l'été 1990, de rouvrir 2 des fenêtres qui avaient été bouchées pour assurer une meilleure ventilation de la cave. Il est à noter que lors des reconstitutions, personne n'a réussi à bloquer la porte de la même manière depuis l'extérieur de la pièce. Donc, à moins que le meurtrier ne soit sorti par la cave à vin, tout pousse à croire que c'est effectivement la victime qui s'est barricadée. Mais la défense rétorque. De toute façon, comment Ghislaine aurait-elle trouvé la force de faire tout ce qu'elle a prétendument fait avec les blessures constatées lors de l'autopsie? Si grièvement blessée, a-t-elle vraiment pu avoir la lucidité ou même la force physique nécessaire pour pouvoir ramper afin d'écrire sur 2 portes différentes et installer ce système de blocage? Son corps a été retrouvé dans la chaufferie devant l'une des inscriptions, mais la porte de la cave à vin, qui comporte la seconde inscription, ne se trouve pas juste à côté, mais à plusieurs mètres de là. Ce qui veut dire que si c'est Ghislaine qui a écrit sur les 2 portes, elle a parcouru cette distance au bord de la mort. Les médecins légistes estiment qu'elle est morte parce qu'elle a perdu trop de sang et qu'elle a agonisé entre 15 et 30 minutes avant son décès. Pour l'accusation, elle a pu faire tout ça dans ce laps de temps. Pour la défense, absolument pas. De plus, la formulation même du message pose question.
pourquoi Ghislaine aurait-elle écrit qu'elle avait été tuée au passé alors qu'elle était encore en vie en train d'écrire? Et d'ailleurs, pourquoi vouloir écrire 2 messages? Au fil des mois, plusieurs experts vont étudier ces inscriptions et vous allez voir que leurs conclusions vont se contredire les unes les autres. En juillet 1991, à peine 1 mois après le meurtre, le juge d'instruction commande une première expertise graphologique et l'enjeu est de taille. L'expert désigné s'appelle Gilles Gisner et son verdict va peser lourd dans la balance. L'homme examine d'abord les 2 inscriptions dans la cave et il conclut dans un premier temps qu'elles ont été écrites par la même personne. Après ça, il effectue une analyse comparative entre les mots ensanglantés et des écrits de Ghislaine, contemporains et de type similaire, notamment des lettres majuscules sur des mots fléchés qu'elle remplissait régulièrement. Je vous laisse vous faire votre idée, en tout cas, celle de Gilles est sans équivoque. Il affirme qu'il y a une ressemblance totale entre les écritures qu'il a comparées. Selon lui, c'est bien Ghislaine qui a tracé les 2 messages et il en est sûr, il n'y a aucune nuance ni aucune réserve dans ses conclusions. L'expert indique également qu'elle a écrit le premier message à genoux et le deuxième allongé, ce qui peut s'expliquer par l'affaiblissement physiologique de la victime à ce moment-là. Voilà qui correspond parfaitement à la version de l'accusation. Ghislaine, agonisante, aurait écrit en se traînant dans son sang, utilisant ses dernières forces pour désigner son meurtrier, Omar. Pour s'assurer de cette conclusion, le juge ordonne une contre-expertise et cette fois, c'est Florence Buisson de Bar qui est mandatée. Comme son collègue Gilles, elle conclut que c'est Ghislaine qui a porté les 2 inscriptions sur les portes de sa propre main. Au départ, on a donc 2 experts qui ont rendu des conclusions identiques et pour le tribunal, c'est une quasi-certitude. C'est bel et bien la victime qui a écrit ces mots. Un juge n'est jamais obligé de se ranger derrière le résultat des expertises, mais elle pèse souvent lourd dans la balance, d'autant plus quand 3 médecins légistes appuient cette hypothèse. Selon ces derniers, la durée de l'agonie de Ghislaine correspond à celle de la formation d'un œdème cérébral. Ils soutiennent donc qu'elle a eu le temps de rédiger les messages. Elle n'avait pas de lésion cérébrale interne ou cérébrospinale qui aurait pu altérer ou bloquer sa conscience. Alors pour les médecins, sa lucidité ne fait aucun doute et 15 à 30 minutes, c'est largement suffisant pour ramper, écrire sur 2 portes différentes et en bloquer une 3e. Le procès d'Omar Haddad s'ouvre le 24 janvier 1994 devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice. La salle d'audience est majoritairement derrière l'accusé, quand bien même le président Armand Gian ne fait pas dans la dentelle. Il tient même des propos qui surprennent par leur agressivité, parce que quand Latifa, l'épouse d'Omar, affirme qu'il est incapable de faire du mal à une mouche, le magistrat lui rétorque « Oui, mais cela ne l'empêche pas de savoir égorger un mouton ». Il demande aussi à Omar s'il n'a pas honte de ne pas savoir lire. Des paroles que nombre de personnes trouvent déplacées dans ce contexte, voire même à connotation raciste. Durant le procès, maître Jacques Vergès, qui défend Omar, attaque les conclusions des experts de front. Il évoque des scandales judiciaires qui ont vu des graphologues se tromper lourdement et conclut qu'il devrait même être écarté des tribunaux. L'avocat entend démontrer qu'il y a bien des différences entre les lettres écrites sur les portes et celles des mots fléchés de Ghislaine, et il obtient du graphologue Gilles Gisner une concession importante. Pressé par la défense, l'expert admet finalement qu'il y a 2 tiers de probabilité que ce soit l'écriture de la victime et 1 tiers de probabilité que ce ne soit pas le cas. 2 tiers, 1 tiers, il ne s'agit donc plus d'une similitude totale comme il l'avait affirmé dans son rapport initial. La certitude absolue n'est plus, il y a à présent un doute de 33% et c'est précisément ce doute que Maître Vergès cherche à installer dans l'esprit des jurés. Il pointe également du doigt les contradictions flagrantes qui existent entre les rapports de Gilles Gisner et de Florence Buisson de Bar. Et dans son livre « Omar m'a tué », Maître Vergès compare d'ailleurs leur analyse lettre par lettre pour montrer l'étendue du problème. Si on prend l'exemple de la lettre A, Gilles la décrit comme étant tracée de gauche à droite et Florence de droite à gauche. Comment 2 experts peuvent-ils voir des choses aussi diamétralement opposées en analysant la même lettre et pourtant arriver à la même conclusion? Maître Vergès tente évidemment d'attirer l'attention sur ces incohérences qui devraient normalement soulever des questions légitimes, mais le mal est déjà fait parce que les jurés n'ont retenu que les conclusions initiales des experts. Résultat, Omar est reconnu coupable du meurtre de Ghislaine Marchal avec circonstances atténuantes et il se voit condamné à 18 ans de réclusion criminelle au lieu des 30 prévus en cas d'homicide volontaire. Vu la violence du crime, pour beaucoup, une condamnation assortie de circonstances atténuantes
ne peut s'expliquer que par les doutes des jurés d'assises. Et ça n'est que le début. Le choc est total. Presque tout le monde s'attendait à ce que Omar soit acquitté, et quand on l'escorte hors de la salle d'audience, la foule massée à l'extérieur scande son désaccord avec le verdict rendu. À la sortie du tribunal, Maître Vergès provoque un tollé en comparant le cas de son client à l'affaire Dreyfus. Il y a 100 ans, on condamnait un jeune officier qui avait le tort d'être juif. Aujourd'hui, on condamne un jardinier parce qu'il a le tort d'être maghrébin. Une déclaration fracassante qui résume néanmoins le sentiment d'une partie de l'opinion publique. Omar aurait été condamné en partie à cause de ses origines. Son pourvoi en cassation est rejeté en mars 1995. Le 10 mai 1996, après une rencontre avec le roi du Maroc Hassan II, le président Jacques Chirac accorde une grâce partielle à Omar, ce qui réduit sa peine de 4 ans et 8 mois. Cette grâce ne l'innocente en rien et elle n'annule pas non plus sa condamnation. Elle lui permet simplement de retrouver sa liberté plus tôt. Omar est libéré le 4 septembre 1998, mais aux yeux de la justice française, il reste un meurtrier. Et il dira d'ailleurs plus tard que même s'il a été libéré, il reste en prison dans sa tête. En 1999, soit 8 ans après le meurtre de Guylaine et 5 ans après la condamnation d'Omar, indépendamment de la procédure judiciaire, les avocats du condamné demandent à 2 nouveaux experts en écriture d'apporter leur point de vue. Le premier expert affirme que Guylaine n'est pas l'auteur des inscriptions en question, bien qu'il reconnaisse que faire une telle comparaison a été une mission complexe. Le deuxième expert conclut également qu'elles n'ont pas été écrites par la victime, en précisant que les résultats de son analyse sont approuvés par 7 experts judiciaires agréés qui ont examiné son travail. 2 nouveaux experts, 2 conclusions diamétralement opposées aux premières. Pour la défense d'Omar, c'est un tournant majeur qui pourrait changer la donne. La défense présente ses expertises à l'appui d'une requête en révision de sa condamnation et, en retour, la commission de révision des condamnations pénales ordonne de nouvelles investigations. Le 2 février 2000, d'autres expertises graphologiques officielles sont demandées pour trancher une bonne fois pour toutes. Est-ce que Guylaine est bien l'auteur des inscriptions ? Omar m'a tué. Anne Bisotti et Françoise de Rissy-Darnoux sont les 2 nouvelles expertes qui sont nommées et leur analyse va bouleverser absolument tout. Le 31 octobre 2000, les graphologues remettent un rapport révolutionnaire de 150 pages. Leur conclusion ? Elles se disent incapables de certifier que la victime est bien l'auteur des inscriptions. Incapables. Pourquoi ? Françoise est la première à mentionner la difficulté, voire l'impossibilité fondamentale d'effectuer cette analyse. En effet, selon ses mots, on ne peut pas comparer des écrits produits sur une table avec un stylo à d'autres tracés au doigt dans du sang sur une surface verticale par quelqu'un qui agonise au sol. Les conditions sont trop différentes pour permettre une comparaison fiable. Ces 2 expertes sont les premières à l'admettre ouvertement. La comparaison graphologique sur laquelle repose la condamnation d'Omar est impossible à effectuer correctement à la base. Or, si on ne peut pas déterminer avec certitude qui a écrit ces mots, comment peut-on encore affirmer que l'homme condamné pour le meurtre de Guylaine est bien celui qui l'a commis ? Et la question devient encore plus troublante quand on s'intéresse à un autre élément qui va tout changer, l'ADN. Le 20 février 2001, soit 10 ans après le meurtre de Guylaine, les experts médico-légaux chargés de réévaluer les preuves de l'affaire Omar Haddad font une découverte inattendue. Sur la porte de la chaufferie, à l'endroit même où l'inscription Omar Maté désigne le jardinier marocain, ils détectent la présence d'un ADN masculin complet. Un ADN qui ne correspond pas à celui d'Omar. Cette révélation pose une nouvelle question. Si c'est vraiment Guylaine Marchal qui a écrit ces mots, comme l'affirme l'accusation depuis le début, comment expliquer qu'un profil génétique inconnu ait été retrouvé mélangé à son sang ? Un ADN masculin qui n'appartient à personne dans l'entourage de la victime, qu'il soit proche ou éloigné, et qui n'est pas non plus connu des services de police. Qui qu'il soit, cet homme demeure un parfait inconnu. Pour Omar, comme pour ses avocats, c'est évidemment un élément majeur qui sème encore une fois le doute sur sa culpabilité. Alors, une première demande de révision est officiellement déposée avec cet ADN mystérieux comme pièce centrale. Le 20 novembre 2002, la Cour de cassation se prononce et, contre toute attente,
elle rejette la requête. L'argument avancé par les magistrats est aussi simple qu'implacable. Selon eux, il est impossible de déterminer formellement à quel moment ces traces ont été laissées. Elles ont pu l'être pendant le meurtre comme après. En effet, elles peuvent être le fruit d'une contamination accidentelle de la scène de crime. Un policier, un journaliste ou encore un magistrat a pu toucher la porte lors de l'enquête ou même lors du procès, puisque les deux portes sont restées exposées dans la salle d'audience pendant des jours, et ce, sans aucune protection. Autrement dit, pour la justice française, cet ADN masculin inconnu ne suffit pas à prouver l'innocence d'Omar. La thèse de la pollution de la scène de crime devient alors l'explication officielle, et aux yeux de la loi, il reste coupable. Mais cette première découverte n'est que le début. En 2015, soit 14 ans après la découverte de ce premier ADN mystérieux, la justice française accorde de nouvelles expertises sur les scellés de l'affaire. Les technologies ont évolué, les méthodes d'analyse ADN sont devenues bien plus précises. En gros, les avocats d'Omar espèrent enfin obtenir des réponses et ce qu'ils découvrent dépasse leurs attentes. En novembre 2015, les résultats tombent et ils ne cessent d'étonner. D'abord, une première empreinte génétique masculine inconnue est retrouvée, puis une deuxième et même une troisième, toutes prélevées sur les portes où figurent les inscriptions « Omar m'a tué » et « Omar m'a », ainsi que sur le chevron de bois qui a servi à tuer Guylaine. Au total, ce sont donc 4 empreintes génétiques masculines qui ont été retrouvées sur des éléments cruciaux de la scène de crime, et si seules 2 d'entre elles sont entièrement exploitables, toutes appartiennent à des hommes différents dont Omar ne fait pas partie. 4 ADN masculins inconnus sur les portes ensanglantées et sur l'une des armes du crime. Comment expliquer leur présence sur les éléments les plus cruciaux de l'affaire? Malheureusement, tout comme le premier individu dont le profil génétique avait été découvert sur l'une des portes en 2001, les 3 autres ne sont pas fichés non plus dans les bases de données des services de police. En 2016, une lueur d'espoir apparaît brièvement quand l'une des traces ADN semble correspondre à celle d'une personne répertoriée dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, aussi appelé le FNAEG. Le procureur de Nice annonce qu'une concordance possible a été identifiée et que des vérifications sont en cours. La nouvelle avocate d'Omar, maître Sylvie Noachowicz, affirme même avoir eu connaissance du nom de cette personne, et elle espère que les choses vont enfin avancer rapidement. Mais très vite, l'espoir de la défense s'évapore. Les résultats définitifs des analyses ne permettent pas de confirmer avec certitude qu'il y a bel et bien une correspondance. Ce potentiel suspect s'évapore dans la nature et les 4 ADN inconnus retombent dans l'oubli sans que personne ne cherche vraiment à identifier ces hommes qui ont pourtant laissé leurs traces partout sur la scène de crime. En 2019, un expert en génétique du nom de Laurent Bregnaud est mandaté par la défense pour analyser plus en profondeur ces découvertes troublantes, et son rapport privé, rendu dans l'année, va plus loin que tout ce qui avait été fait jusqu'alors. L'homme se concentre sur l'un des 4 ADN masculins inconnus, celui qui apparaît le plus fréquemment sur les scellés, et ce qu'il découvre est très parlant parce que ce dernier est omniprésent. 30 à 35 traces complètes de ce même profil génétique ont été identifiées dans l'inscription Omar m'a tué. Certaines de ces traces sont seules, d'autres sont mélangées avec le sang de Guylaine, mais toutes se retrouvent précisément là où les lettres de sang ont été tracées. Dans son rapport, Laurent se prononce sur l'origine de ces traces et ses conclusions sont sans équivoque. Selon lui, la localisation de cette empreinte génétique, sa présence massive au niveau des zones d'écriture et plus précisément au niveau des lettres de sang elles-mêmes, rend les hypothèses de pollution et de contamination du scellé par un intervenant extérieur de plus en plus improbables. A l'inverse, poursuit-il dans son rapport, les hypothèses de transfert primaire direct ou indirect au moment des faits deviennent de plus en plus probables. En d'autres termes, cet ADN aurait potentiellement été déposé au moment du crime par contact direct, pas avant, pas après, non, au moment des faits. Or, si cet ADN masculin a été déposé directement lors de la rédaction des phrases, alors leur auteur pourrait ne pas être Guylaine, mais un homme dont l'ADN se retrouve dans ses lettres de sang, qui était présent sur la scène de crime au moment où il se déroulait, un homme qui a peut-être tracé lui-même les mots « Omar m'a tué » pour piéger le jardinier de la victime. Toutefois, certains experts soulèvent des questions sur cette interprétation. En 2021, l'un d'eux, interrogé par Le Point, fait remarquer qu'il faudrait savoir s'il y a aussi eu des prélèvements sur tout le reste de la porte, parce que si le même ADN est présent ailleurs dessus, ça montrerait que sa présence dans les lettres
n'est pas nécessairement significative. La bataille des experts se poursuit encore et toujours, mais pour la défense d'Omar, il y a néanmoins là un nouvel élément majeur qui peut éventuellement remettre en question sa condamnation. Pourquoi un homme condamné uniquement sur la foi d'une inscription en lettres de sang devrait-il rester coupable alors que l'ADN suggère qu'au moins 4 autres personnes ont touché cette inscription et que l'une d'entre elles y a laissé plus de 30 traces potentiellement au moment du meurtre? Qui sont ces 4 hommes inconnus et pourquoi la justice ne cherche-t-elle pas activement à les identifier? S'il s'avère que c'est l'un d'entre eux qui a tracé l'inscription « Omar m'a tué », alors, après plus de 3 décennies d'acharnement judiciaire, Omar pourrait être innocenté. Et surtout, si ces 4 hommes étaient présents sur la scène du crime, on peut en conclure que le ou les véritables meurtriers de Guylaine courent peut-être toujours. Toutefois, même après le rapport établi par Laurent Bregnaud, rien ne change. Le 13 octobre 2022, la commission d'instruction de la Cour de révision examine une nouvelle fois le dossier d'Omar Haddad, et cette fois, tous les éléments contradictoires y sont présentés. Les 4 ADN masculins inconnus sur la scène de crime, les conclusions de l'expert qui affirme qu'au moins l'un d'eux a été déposé plus d'une 30aine de fois le jour du meurtre, bref, des preuves scientifiques qui suggèrent fortement qu'un autre homme que Omar a touché à ces inscriptions. Malgré tout, quand le résultat tombe, il est sans appel, irrecevable. Les 4 ADN ne suffisent pas, l'expertise de Laurent Bregnaud ne suffit pas, les 30 à 35 traces complètes retrouvées précisément sur les lettres de sang ne suffisent pas. Omar Haddad reste coupable aux yeux de la justice française. Et alors que les mots « erreur judiciaire » commencent à être évoqués par l'opinion publique, d'autres éléments troublants refont surface. Des éléments qui auraient dû être explorés dès le début de l'enquête, mais qui ont pourtant été écartés, ignorés ou tout simplement enterrés. Quand on parle d'erreur judiciaire, on pense souvent aux preuves qui manquent, aux témoignages ignorés ou encore aux expertises contestées. Mais dans l'affaire Omar Haddad, certains éléments troublants méritent d'être examinés. Des faits qui, s'ils avaient été correctement exploités, auraient pu changer le cours de l'enquête dès le départ, à commencer par une question cruciale qui concerne la date même de la mort de Guylaine Marchal. Selon le premier rapport médico-légal rédigé par les 3 médecins légistes, le décès de la victime est survenu le lundi 24 juin 1991, pas le dimanche 23 entre 11h et 13h30, comme ça avait été annoncé au départ. Une erreur de date en apparence anodine, qui a néanmoins posé un sérieux problème à l'accusation parce que pour la journée du 24 juin, Omar avait un alibi en béton. En effet, il avait pris un jour de congé pour pouvoir célébrer l'Aïd avec ses proches. Il n'était donc pas à proximité de la villa La Chamade à ce moment-là, mais à Toulon, chez ses beaux-parents, et ça, plusieurs témoins peuvent le confirmer. Son inculpation était donc tout simplement impossible, tout du moins avant que le rapport initial soit corrigé. Parce que peu de temps après, une nouvelle version du rapport médico-légal voit le jour, une seconde version qui situe désormais la mort de Guylaine Marchal le dimanche 23 juin entre 11h et 13h30 au lieu du lundi 24 juin. Vous l'avez compris, cette modification a privé Omar de son alibi parce que le 23 juin, il travaillait effectivement chez Francine Pascal, une voisine de Guylaine. Entre midi et 13h10, il s'est absenté pour rentrer déjeuner chez lui, au Canet, une fenêtre temporelle qui correspond parfaitement à la nouvelle heure estimée du passage à l'acte du meurtrier. L'explication officielle ? Une simple erreur de frappe ou un oubli dans la retranscription du rapport. Faire une erreur, ça peut arriver à tout le monde, même à des médecins, mais sachant qu'ils sont 3 à avoir rédigé et même relu ce rapport, comment ont-ils tous pu ne rien remarquer alors même que la détermination des dates et heures du décès de la victime, c'est souvent l'une des informations les plus capitales qui soit pour la recherche du coupable. L'explication avancée, c'est que les médecins se sont supposément basés sur les constatations de l'enquête pour dater le décès. Ils auraient cru se souvenir que c'était vers midi le jour même où ils avaient examiné le corps, soit le 24 juin, et ils auraient rédigé leur rapport 4 mois plus tard, en ne retenant que les observations confortant cette hypothèse. Plusieurs sources affirment toutefois que le juge Jean-Paul Renard aurait fait pression sur les médecins légistes pour qu'ils modifient leurs conclusions et situe la mort au 23 juin plutôt qu'au 24. Une allégation qui, si elle est avérée, transforme radicalement la nature de cette enquête et suggère une manipulation délibérée des preuves, mais ça n'est pas le seul élément qui pousse à s'interroger.
Le 1er juillet 1991, soit à peine une semaine après la découverte du corps de Ghislaine, la juge d'instruction Sylvaine Arfinango autorise son incinération avant même d'avoir reçu le rapport des médecins légistes. Le corps de Ghislaine est donc incinéré le 3 juillet, 5 jours seulement après son autopsie. Impossible désormais de demander une contre-expertise parce que la preuve physique centrale de l'affaire est déjà partie en fumée, sans mauvais jeu de mots. Ghislaine possédait une concession achetée par son ex-mari Jean-Pierre Marchal, mais selon sa propre famille, elle avait exprimé le souhait d'être incinérée. Un document trouvé par les enquêteurs le confirmerait d'ailleurs. Une version, là encore contestée par la défense d'Omar. Mais quoi qu'il en soit vraiment, pourquoi cette urgence à incinérer le corps avant même que le rapport médico-légal complet ne soit remis ? Le capitaine Georges Sancy affirme que ça n'est pas rare que ça se produise aussi rapidement et l'explication officielle maintenue est que c'est la famille de Ghislaine qui en a fait expressément la demande. Mais pour beaucoup, cette crémation prématurée soulève des interrogations sur une éventuelle volonté d'empêcher toute remise en question ultérieure des conclusions médico-légales et ça n'est pas tout. Dans l'appareil photo de Ghislaine retrouvé chez elle se trouvait une pellicule contenant des photos prises quelques jours avant sa mort, des photos qui auraient possiblement pu révéler des détails cruciaux tels que l'identité des personnes que fréquentait la victime dans ces derniers jours. Que faisait-elle? Avec qui était-elle? Qu'est-ce qu'elle photographiait? On ne le saura jamais parce que ces clichés ont purement et simplement disparu avant d'être versés au dossier. Pourquoi? Officiellement, tout le monde l'ignore. Personne ne sait où ces photos sont passées. Le capitaine Sancy lui-même s'étonne, des années plus tard, de n'avoir jamais été interrogé sur le contenu de ces clichés, mais d'après lui, il s'agissait juste de photos de la propriété prises le 19 juin au cours d'un déjeuner que Ghislaine a partagé avec deux amis, Francine et une dénommée Colette. Des photos anodines en somme, sans aucun intérêt pour l'enquête, mais si elles étaient si anodines que ça, pourquoi ont-elles disparu? Et surtout, comment être certain qu'il s'agissait vraiment de photos sans importance, puisque personne d'autre n'a pu les examiner sérieusement. Maître Vergès dénoncera cette disparition avec insistance pendant le procès parce que tant qu'une enquête criminelle est en cours, rien n'est supposé être détruit. On se doit de tout conserver, même ce qui semble insignifiant, justement parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait avoir une importance plus tard ou pas. De la même façon, on ne doit écarter aucun témoin susceptible de changer la donne, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Il se trouve qu'un dénommé Salah El Waher, un manutentionnaire tunisien, travaillait dans la maison voisine de celle de Ghislaine entre le 22 et le 24 juin 1991 et que le lundi 24 juin au matin, jour de la découverte de son corps, il prétend avoir vu un homme sonner à la porte de la chamade. C'est Liliane Recevaux, la femme de ménage de Ghislaine, qui lui aurait répondu. Les gendarmes entendent Salah pendant l'enquête, mais ils l'écartent rapidement de leurs investigations, et quand la défense d'Omar veut le faire témoigner au procès en 1994, il est prétendument introuvable, parti sans laisser d'adresse. Ce que les forces de l'ordre omettent de préciser, c'est que ses papiers n'étaient pas en règle, elle lui avait donc donné 1 mois pour quitter la France. Salah a donc été expulsé avant même de pouvoir témoigner au procès. Par la suite, Roger-Marc Moreau, le détective privé mandaté par Maître Vergès, le retrouve en Tunisie et lui présente une photo de Liliane. Salah la reconnaît formellement et confirme que c'est bien la femme qu'il a vue à la chamade le 24 juin 1991 au matin. Seulement, Liliane n'était pas supposée être là ce jour-là et il semble qu'elle ne soit pas très honnête sur son emploi du temps. Liliane Recevaux était à l'époque employée de maison chez Madame Marchal. Le 23 juin 1991, elle dit à son compagnon qu'elle va travailler à la chamade. Problème, c'est faux. J'étais le 23 juin au lac Sainte-Croix avec ma fille Nadège, Eric, le Youski. Seulement j'avais dit à Pablo, je travaille ce jour-là parce qu'il est trop jaloux et puis j'avais envie d'avoir des week-ends tranquilles. Liliane n'a apparemment pas menti qu'à Pablo parce que les témoignages des gens avec qui elle dit être partie le 23 juin 1991 ne s'accordent pas, que ce soit sur le nom du lac où ils seraient allés ensemble ou alors sur le moyen de transport utilisé pour s'y rendre. De plus, elle était également censée être absente jusqu'au 25 juin, selon ses propres déclarations. Et si c'est le cas, que faisait-elle à la chamade le 24 au matin quand Salah l'a soi-disant vue? Et puis, il y a le couteau, l'arme qui a peut-être servi à tuer Ghislaine. La découverte d'un couteau sur cette plage de Cannes dans les Rochers risque de relancer une fois de plus l'affaire Marchal. D'après la description que m'a faite une personne de la chamade,
ce couteau ressemblerait étrangement à un couteau qui a disparu. Et donc, en janvier 92, en faisant l'inventaire, on s'est aperçu qu'il manquait. Le fameux couteau a été découvert par Pablo, le compagnon de Liliane, mais elle a aussi un amant du nom de Pierre Auribeau, que tout le monde connaît sous le nom de Pierrot le Fou, à cause de sa tendance à devenir très violent quand il boit. Et non, il ne s'agit pas de Pierre Baudin, qui a le même surnom, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur lui si ça vous intéresse. En 1983, Pierre a été condamné par la cour d'assises de Paris pour violence, cambriolage et meurtre. Quand on l'interroge au cours de l'enquête, il reconnaît s'être déjà rendu à la Chamade le 1er mai 1991, soit moins de 2 mois avant le crime, pour déménager des meubles contre 200 francs. Et pour ce qui est du meurtre de Guylaine en lui-même, il n'a aucun alibi vérifiable. Nadège, la fille de Liliane, dit aux enquêteurs ne pas connaître Pierrot, mais son père biologique déclare, je cite, « penser qu'elle est capable de mentir pour couvrir sa mère si c'est nécessaire ». Donc pour résumer, on a un homme notoirement violent, avec un casier judiciaire lourd qui connaissait Guylaine et qui n'a pas d'alibi pour le jour du meurtre, mais aussi la femme de ménage de la victime, qui était l'amante de cet homme et qui a multiplié les mensonges, y compris au sujet de sa présence sur les lieux du crime le jour des faits. Le tableau d'ensemble est pour le moins étrange, pourtant, personne ne s'est vraiment attardé là-dessus. Le témoignage de Salah n'a jamais été versé au dossier complet, le couteau n'a pas été analysé scientifiquement, et les incohérences dans l'emploi du temps de l'employé de maison et de son entourage n'ont fait l'objet d'aucun interrogatoire approfondi. Ce qui est d'autant plus curieux quand on sait qu'il est possible qu'Omar ait finalement un alibi pour l'heure du crime. Le 23 juin 1991, jour réel présumé du meurtre, il a passé un appel téléphonique depuis une cabine installée à Franklin Roosevelt, au Canet, à 12h51 précise. Cette communication a duré 2 minutes et 17 secondes et elle était à destination de Sherashni Aïcha, sa belle-mère. Omar ne l'a pas précisé pendant sa garde à vue et quand il a finalement parlé de cet appel par la suite, il l'a situé à plusieurs reprises en début de soirée plutôt qu'à midi. L'enquête menée par les gendarmes a toutefois permis de déterminer qu'aucun autre appel n'a été passé ce jour-là à destination du domicile de sa belle famille. Celui de 12h51 est donc bien le seul qu'Omar ait passé ce dimanche-là et il prouve qu'il était bien au Canet, la ville où il résidait à cette heure-là. Seulement, l'endroit est situé à une quinzaine de minutes de route de la villa de Guylaine. Il aurait donc été difficile, voire impossible pour Omar de la tuer pendant sa pause déjeuner, sachant qu'en plus, il ne se déplaçait qu'en mobilette, un véhicule beaucoup plus lent qu'une voiture. De la même façon, il a été déterminé ultérieurement qu'Omar a bel et bien été à la boulangerie pendant sa pause déjeuner. Il s'était initialement trompé en donnant le nom de la boulangerie en question aux enquêteurs, ce qui avait semblé suspect, mais quand les gendarmes ont vérifié auprès d'une autre boulangerie située à 100 mètres de la première, le personnel du commerce a immédiatement confirmé qu'il était effectivement un client régulier. Et puis, il y a l'enquête secrète, celle qui aurait pu tout changer. Entre 2002 et 2004, soit plus de 10 ans après les faits, la gendarmerie de Nice mène une investigation discrète sur une piste totalement différente de celle qui a mené à la condamnation d'Omar. Tout commence en septembre 2002 quand une femme se présente à la gendarmerie avec des révélations troublantes. Elle affirme que Guylaine fréquentait régulièrement un bar à Cagnes-sur-Mer tenu par 2 figures connues du milieu criminel niçois. La victime connaissait apparemment très bien les patrons de cet établissement, elle les tutoyait, leur parlait de sa vie, de ses biens et de sa fortune, et elle s'y serait même rendue plusieurs fois avec Omar, ce qui pourrait expliquer pourquoi son nom leur serait venu à l'esprit pour l'inscription. Selon l'informatrice, ce sont ces hommes qui auraient organisé un cambriolage chez Guylaine, le fameux cambriolage qui aurait mal tourné et qui se serait soldé par son meurtre. Bon, ceci dit, ça n'expliquerait toujours pas pourquoi il n'aurait pris que l'argent liquide qui était dans le sac de la victime, sans toucher aux bijoux ou aux objets de valeur. La femme va même plus loin dans ses révélations. Elle affirme avoir vu l'un des suspects, un certain Marcel B, recouvert de sang, le jour même du meurtre de Guylaine Marchal, le 23 juin 1991. L'informatrice semble crédible, ses déclarations sont précises et détaillées et surtout, elle laisse entrevoir une hypothèse alternative cohérente qui n'avait jamais été explorée, un mobile crapuleux impliquant des criminels locaux. Pendant 2 ans, les enquêteurs creusent discrètement cette piste, ils accumulent des éléments, recoupent des témoignages et vérifient les emplois du temps des protagonistes pour voir si tout colle. C'est à ce moment-là qu'ils estiment qu'ils ont suffisamment d'indices pour pouvoir demander l'autorisation d'aller plus loin, perquisition, écoute téléphonique et analyse des relevés bancaires, tout ce qu'il faut pour transformer une piste solide
en véritable enquête judiciaire avec les moyens nécessaires. Mais à la surprise générale, leur demande est refusée par le procureur. Il bloque la continuation de l'enquête et aucune explication claire n'est donnée aux gendarmes qui ont travaillé sur ce dossier pendant 2 ans. L'investigation est enterrée et elle restera secrète pendant près de 20 ans jusqu'à ce que des journalistes ne la révèlent en 2022. Pourquoi ? Comment expliquer qu'une enquête jugée prometteuse ait été si brutalement stoppée ? Eh bien, aujourd'hui encore, personne n'en a la moindre idée. L'un des auteurs du livre Ministère de l'injustice, qui révèle tout là-dessus en 2022, avance une hypothèse. On peut imaginer que le fait que des gendarmes remettent en cause l'enquête menée par leurs collègues des années plus tôt n'est peut-être pas très bien passé. Autrement dit, sauver les apparences et l'honneur de la gendarmerie aurait pu être plus important que découvrir la vérité sur le meurtre de Ghislaine Marchal. Et bien évidemment, je n'ai aucune idée de si c'est ce qui s'est réellement passé ou pas, mais connaissant un petit peu l'institution, ça me paraîtrait pas complètement impossible. Les 2 suspects visés par cette enquête secrète sont depuis décédés. Le fameux Marcel B est même mort sans avoir jamais été officiellement interrogé concernant sa potentielle implication dans cette affaire. Impossible aujourd'hui de savoir ce qu'il aurait pu révéler ou si, oui ou non, il avait quelque chose à voir avec le meurtre de Ghislaine. Une autre hypothèse, bien que moins crédible, avait également circulé, celle que Ghislaine faisait partie d'une secte. Selon Guy Moirin, un témoin qui se présentait comme l'ancien chauffeur de Joseph Di Mambro, le gourou de l'ordre du Temple solaire, la victime aurait été membre de la secte et voulait quitter l'organisation, une chose qui ne lui aurait pas été permise et qui aurait conduit à son meurtre, mais cette théorie n'a jamais été étayée par aucune preuve ni aucun élément vérifiable. La seule piste sérieusement considérée après la condamnation d'Omar, celle d'un crime crapuleux motivé par l'appât du gain impliquant des criminels du milieu niçois, a été délibérément mise de côté par le procureur, et quand elle a refait surface en 2022 grâce aux révélations des journalistes, il était déjà trop tard. Les suspects étaient morts. Mais la question demeure. Qu'aurait révélé cette enquête si elle avait été poursuivie jusqu'au bout avec tous les moyens nécessaires? Et combien d'autres éléments ont été ignorés, écartés ou enterrés dans cette affaire? Parce qu'à ce stade, une chose est certaine, toutes ces zones d'ombre, ces blocages inexpliqués, ces preuves disparues, ces témoins écartés et ces pistes abandonnées soulèvent des questions légitimes sur la manière dont cette enquête a été menée dès le début. Quand la Cour de cassation rejette la demande d'un nouveau procès le 20 novembre 2002, Omar Haddad reste coupable du meurtre de Ghislaine Marchal aux yeux de la justice française. Pendant près de 12 ans, cette décision met un terme à tout espoir de révision de sa condamnation, mais en 2014, tout change. Le 20 janvier de cette année-là, une nouvelle loi est votée et elle assouplit considérablement les critères permettant d'obtenir la révision d'un procès criminel. Cette réforme, initiée notamment par Georges Fenech et Alain Touré, est une réaction directe aux affaires Omar Haddad, Raphaël Maillan et Guillaume Seznec. 3 dossiers dans lesquels la révision avait été refusée alors que le doute était manifeste. Le principe de cette nouvelle loi est simple et révolutionnaire. Désormais, un simple doute doit suffire à obtenir une révision et il n'y a plus besoin de prouver l'innocence du condamné de façon incontestable, comme c'était le cas auparavant. Le doute doit donc toujours profiter à l'accusé, même après sa condamnation. Fort de cette loi qui semble taillée sur mesure pour son cas, Omar dépose une deuxième demande de révision le 24 juin 2021, soit 30 ans jour pour jour après la découverte du corps de Ghislaine Marchal. Le 16 décembre suivant, la commission d'instruction de la Cour de révision ordonne un complément d'information. C'est un premier pas encourageant et maître Sylvie Noachowicz, son avocate, est ravie d'avoir franchi cette étape importante. L'espoir renaît après tant d'années de combats acharnés, notamment parce qu'en mai 2022, la défense présente les révélations sur l'enquête secrète menée par la gendarmerie entre 2002 et 2004. Cette enquête qui avait identifié d'autres suspects potentiels et qui avait mystérieusement été enterrée par le procureur. Maître Noachowicz demande l'audition des gendarmes ayant participé à cette enquête ainsi que la désignation d'un laboratoire spécialisé pour identifier les 4 ADN inconnus
par recherche en parentèle, une technique qui permettrait de retrouver des membres de la famille des personnes dont l'ADN a été retrouvé sur la scène de crime. Tout semble se mettre en place pour que la vérité éclate enfin après plus de 30 ans de mystère. Le 15 septembre 2022, une audience se tient à huis clos devant la commission d'instruction de la cour de révision et, selon une source proche du dossier, l'avocat général se dit favorable à une expertise complémentaire pour analyser les 4 ADN masculins inconnus, mais demande à ce que l'enquête de gendarmerie soit écartée du dossier. Le 13 octobre suivant, la requête d'Omar est à nouveau déclarée irrecevable. L'argument invoqué est le même que 20 ans plus tôt, mot pour mot. Les 4 ADN masculins inconnus ne suffisent pas parce que la thèse de la contamination accidentelle reste l'explication la plus plausible. Devant la presse, Maître Novachovic se dit scandalisée et elle affirme que cette décision ne respecte ni les droits de l'homme, ni la loi de 2014 qui avait pourtant été votée précisément pour permettre ce genre de révision. Elle annonce qu'elle va saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir les droits de son client. S'il y a bien une affaire dans laquelle le doute devrait être manifeste et évident pour n'importe quel observateur objectif, c'est bien celle-là. Pourtant, la justice française refuse obstinément de réviser cette condamnation. Pourquoi ? Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces refus systématiques. La première hypothèse, c'est la difficulté pour l'institution judiciaire d'admettre une erreur aussi massive. Réviser le procès d'Omar, c'est reconnaître que la justice française s'est peut-être trompée pendant plus de 30 ans et qu'un homme a passé 7 ans en prison, potentiellement pour rien, puis il a vécu 27 années supplémentaires avec le statut de meurtrier condamné. Il faut savoir qu'entre 1945 et 2011, il n'y a eu que 11 révisions de procès criminels en France. 11 en plus de 20 ans, c'est dire à quel point les révisions sont exceptionnelles et à quel point l'institution répugne à admettre ces possibles erreurs. La deuxième hypothèse, c'est le précédent que créerait une révision dans un cas aussi médiatisé. Si Omar obtient un nouveau procès sur la base d'ADN inconnu et d'une enquête bâclée, combien d'autres condamnés pourraient faire la même demande? Combien de dossiers anciens, jugés avant les progrès de la génétique et des techniques scientifiques modernes, pourraient être rouverts et réévalués? La justice française craint peut-être un effet domino qui remettrait en question des centaines de condamnations anciennes et qui ébranlerait la confiance des Français dans l'institution judiciaire. Sans parler du travail colossal que ça engendrerait alors qu'on sait que les tribunaux français sont déjà pas mal engorgés. La troisième hypothèse est politique et elle serait en lien avec la grâce partielle dont a bénéficié Omar, qui n'était en réalité qu'un marchandage diplomatique. En effet, cette grâce, Omar la doit surtout au roi Hassan II et à son neveu Moulay Hicham, qui ont demandé à leur ami Jacques Chirac une faveur parce que la population marocaine avait pris fait et cause pour le jardinier. Des détectives privés ont même été engagés et financés par des proches du roi pour mener une contre-enquête. Cette faveur n'était pas sans contrepartie. En échange de la grâce d'Omar, le souverain marocain a proposé de gracier à son tour deux ressortissants français condamnés pour viol au Maroc, dont un homme d'affaires impliqué dans une sombre affaire de meurtre. Si une révision établit aujourd'hui l'innocence d'Omar, ça prouve que cette grâce présidentielle n'était qu'une manière de clore un dossier embarrassant sans reconnaître l'erreur judiciaire qui se cachait derrière. L'image de feu Jacques Chirac et de son gouvernement s'en retrouverait ternie et les relations diplomatiques avec le Maroc pourraient en pâtir. La quatrième hypothèse touche à des questions plus profondes et plus dérangeantes, le racisme. Omar Haddad est marocain, musulman, et en 1994, les préjugés xénophobes étaient encore plus présents qu'aujourd'hui. Réviser sa condamnation, ce serait possiblement assumer que le système judiciaire français a peut-être condamné un homme innocent, en partie à cause de ses origines, de sa couleur de peau ou alors de son statut social. Enfin, il y a la pression de la famille Marshall qui ne doit pas être sous-estimée parce que depuis le procès d'Omar, les proches de Guylaine s'opposent farouchement à toute révision de sa condamnation. Pour eux, tolérer qu'une révision ait lieu, ce serait aussi accepter l'idée que le meurtrier de Guylaine est peut-être encore dans la nature et que la justice n'a pas été véritablement rendue dans cette affaire. Il leur faudrait admettre que pendant plus de 30 ans, ils se sont trompés de coupables, des éventualités insupportables pour les proches de la victime qui, et on peut le comprendre, veulent croire que celui qui a tué Guylaine a été condamné. Mais au-delà de toutes ces hypothèses qui tentent d'expliquer l'inexplicable, beaucoup de questions demeurent sans réponse satisfaisante. Les multiples graphologues consultés sur l'affaire se sont contredits de manière spectaculaire, mais
Deux d'entre eux, Anne Bissotti et Françoise de Rissy d'Arnoux, ont clairement affirmé qu'il était impossible de certifier que Ghislaine avait écrit ces mots qui ont provoqué la condamnation d'Omar. Alors, sur quoi repose cette condamnation à présent? Si 4 ADN masculins inconnus retrouvés sur les preuves les plus cruciales ne suffisent pas à faire naître un doute raisonnable, alors qu'est-ce qui suffirait? Si le fait qu'un expert suggère qu'il y a eu un transfert primaire au moment des faits avec plus de 30 traces complètes, ça n'est pas suffisant pour ouvrir l'enquête, alors quelle preuve le serait? Si une loi votée spécifiquement pour assouplir les critères de révision et permettre une révision en cas de simple doute ne s'applique pas à ce cas précis qui pourtant les accumule les doutes, alors à quoi sert-elle? Pour une raison qui reste mystérieuse aujourd'hui et qui défie toute logique, la justice française semble ne pas vouloir réviser la condamnation d'Omar Haddad et ce qui est sûr, c'est que ça n'est pas parce que les preuves qu'elle devrait le faire manquent. 34 ans après le meurtre de Ghislaine Marchal, Omar reste officiellement l'auteur de son meurtre aux yeux de la loi. D'ailleurs, le capitaine Georges Sancy, qui a dirigé l'enquête à l'époque, reste convaincu de sa culpabilité et il a écrit un livre intitulé « Omar l'a tué, vérité et manipulation d'opinion » pour exprimer la sienne d'opinion. Si certains éléments peuvent effectivement laisser penser que Ghislaine a été tuée par son jardinier, d'autres poussent à croire qu'il a pu être piégé par un meurtrier qui court peut-être encore. Le seul moyen de faire la lumière sur cette affaire aurait été d'obtenir une réponse définitive à la question « Qui a vraiment écrit Omar m'a tué ?» Malheureusement, il semble peu probable que l'on sache un jour. Après sa sortie de prison, Omar a trouvé un emploi chez Bouhod et compagnie, une entreprise spécialisée dans l'épicerie orientale et le conditionnement de viande halal. Toutefois, ce qui s'est passé l'a tellement secoué qu'il a dû poser de nombreux arrêts maladie par la suite. En 2025, il a 63 ans et vit à Toulon, reclus dans son appartement. Selon son avocate, il est resté profondément dépressif et psychologiquement handicapé par cette condamnation injuste, mais il n'a jamais cessé de se battre pour tenter de prouver son innocence. Omar est libre physiquement depuis 1998, coupable juridiquement aux yeux de la justice française et prisonnier psychologiquement d'une condamnation qu'il n'a jamais acceptée. L'affaire est devenue un symbole culturel qui dépasse largement le cadre judiciaire. En 2002, Omar a publié « Pourquoi moi ?», avec l'aide de Sylvie Lotiron, pour raconter son combat et dénoncer les incohérences qui ont criblé son procès. Et en 2011, le réalisateur Roch Dizem a adapté son histoire au cinéma dans le film Omar m'a tué avec Sami Bouajila dans le rôle principal, qui sera d'ailleurs nommé au César. Cette affaire reste l'une des plus controversées de l'histoire française moderne, au même titre que l'affaire Dreyfus, à laquelle Maître Vergès l'avait comparé, ou que l'affaire Christian Ranucci, que j'ai traité récemment sur la chaîne. Et vous, qu'en pensez-vous? Selon vous, qui a vraiment écrit Omar m'a tué? Encore merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cet épisode et d'accompagner la chaîne depuis si longtemps. Protégez vos données en ligne dès maintenant en cliquant sur le lien en description qui vous offre 83% de réduction et 4 mois gratuits. Parce que la vraie sécurité aujourd'hui, elle commence par votre connexion internet. Je vous retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de HVI et en attendant, n'oubliez pas, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Salut!